Merci Leïla. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour ces 2 jours de séminaire. On aura l'occasion effectivement lors des tables rondes d'échanger encore plus sur le sujet qui nous concerne et ce sujet qui nous passionne. C'est un séminaire, comme vous le savez, organisé en partenariat avec PSO, organisé par GESCOD, bien sûr avec le soutien que tout le monde connaît de l'AFD, du ministère des Affaires étrangères, de la CIRMA, de la région Grand Est, de l'Agence de l'eau, Rhin-Meuse à ma droite, de la ville de l'Europole de Metz, chère madame, et de l'Université de Lorraine. Alors, pourquoi ce séminaire? Vous le savez toutes et tous, hein, je ne vais pas vous faire l'article, comme on dit, c'est les effets du changement climatique que tout le monde observe, je dirais, dans les pays d'Afrique, dans les pays subsahariens plus particulièrement, et qu'on aborde chez nous maintenant de manière plus régulière. Et ce changement, comme nous avons souvent l'occasion de le dire, accentue bien sûr les différentes vulnérabilités. Et les gens déjà vulnérables sont malheureusement encore plus vulnérables. La rareté de l'eau dans les pays du Maghreb et dans les pays de l'Afrique subsaharienne, c'est quelque chose que tout le monde connaît et qui s'accentue au fur et à mesure des années. Et c'est une véritable problématique et je pense que ça sera l'objet des débats et des tables rondes qu'on aura ce matin, cet après-midi et bien sûr demain. Pourquoi GESCOD sur cette thématique? Dans le Grand Est, je dirais l'eau et l'assainissement est le 4e secteur d'intervention des structures de notre réseau. Le partenariat avec PSO et l'Agence de l'eau Rhin-Meuse date de très longtemps et permet d'avoir un agent PSO intégré au sein de l'équipe GESCOD. C'est Marie Verzo ici, là, qui est en train de regarder si l'informatique marche bien. Marie. On est aussi un appui aux coopérations décentralisées en tant qu'opérateur et beaucoup de collectivités territoriales sont déjà engagées d'ailleurs pour l'ODD 6, principalement l'accès à l'eau et l'assainissement. On a un certain nombre d'exemples de coopération décentralisée dont GESCOD s'occupe depuis un certain nombre d'années, sur le Cambodge particulièrement, sur le Cameroun, le Madagascar, la Basse-Casamance au Sénégal, le Cameroun et Gorée au Sénégal. Notre région compte également des collectivités parmi les plus engagées à l'échelle nationale, avec le Grand Reims, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, avec le syndicat des eaux, et nous comptons parmi les 25 plus gros contributeurs nationaux. Alors, l'objectif du séminaire, et j'en terminerai là pour laisser la parole aux intervenants et que ce séminaire soit véritablement interactif, c'est dresser un état des lieux des actions et moment fort de formation et de réflexion pour les acteurs de solidarité internationale que vous êtes tous, favoriser bien sûr le développement des partenariats multi-acteurs et enfin sensibiliser aux EDD, notamment l'ODD 6 sur l'eau et le 13 sur le changement climatique. Voilà globalement le programme de ces 2 jours de séminaire, un programme qui va démarrer, et je laisserai la parole là sous le contrôle de Marie, qui va donner la parole, je ne sais pas qui, je n'ai pas le détail du déroulement. Et encore une fois, merci à toutes et à tous, chacun dans vos différentes responsabilités, dans vos différents secteurs d'engagement. Merci pour ce que vous faites. Et j'espère que j'en suis sûr d'ailleurs, que ces 2 jours de travail, de travaux particulièrement, seront particulièrement fructueux et nous permettront d'avoir, je dirais, des objectifs bien définis et tout à fait efficaces. Merci à vous, travaillez bien. Et puis, bon courage parce que c'est un travail considérable. J'aurai l'occasion d'intervenir autour de la table ronde, puisque parallèlement à la présidence de GESCOS, je suis également très impliqué dans la coopération décentralisée sur un certain nombre de pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Ce sont les joies de la visioconférence. Donc, on se connecte à distance avec le prochain intervenant, qui est M. Tétard, président de PSO. Et qui va donc être remplacé au pied levé par M. Lejallet, directeur de PSO. Oui. Oui, bonjour à toutes et à tous. Et merci effectivement à l'Eurométropole de nous
accueillir ici. Alors, effectivement, je prends au pied levé. Effectivement, notre président devait se joindre à nous en visio, mais à une petite contrainte de dernière minute. Je vous prie de l'en excuser. Effectivement, de mon côté aussi, je voudrais remercier effectivement le GESCOD et son président pour la tenue de cette rencontre, le partenariat de longue date maintenant aussi avec l'Agence de l'eau et tous les partenaires de la région qui se mobilisent sur cette question de solidarité internationale avec cette attention notamment particulière sur l'eau et l'assainissement. Alors, c'est vrai que pour nous, cette problématique eau et assainissement et changement climatique, c'est une problématique auquel on est tout à fait sensible et on se rend compte qu'effectivement, ça exacerbe les problématiques sur lesquelles on a à travailler avec les partenaires dans les divers pays. D'où l'intérêt effectivement de cette rencontre, de ce temps d'échange avec vous tous. Alors, effectivement, pour parler spécifiquement de cette problématique, mais aussi pour partager un petit peu toutes les dynamiques déjà engagées par les acteurs de la région Grand Est, qu'on sait effectivement très dynamiques, que ce soit au niveau des associations, des organisations de solidarité internationale ou des collectivités locales. Et effectivement, pour nous, cette journée est importante aussi pour montrer effectivement tout l'engagement d'élus, d'acteurs au sein des collectivités territoriales pour soutenir des projets. Donc, ce sera aussi une part importante de nos débats, notamment de fin de matinée, de montrer effectivement comment on s'engage, pourquoi on s'engage, et aussi d'essayer d'engager encore de nouveaux acteurs, de nouvelles collectivités à contribuer à cet effort et de solidarité vers nos partenaires dans les diverses régions du monde. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite donc de très beaux échanges sur ces 2 journées. Je vais maintenant donner la parole à distance, si la technique nous suit, à Monsieur Goujon de l'AFD, qui normalement est en ligne avec nous. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez correctement. Je vais supposer que oui, merci. Excusez-moi, oui, on vous entend. Bonjour et merci pour votre invitation à ce séminaire. Avant d'aborder plus spécifiquement le sujet du lien entre le secteur de l'eau et le climat et le rôle qu'essaie de jouer l'AFD dans ce contexte, je souhaiterais dire avant toute chose quand même à quel point je trouve que la tenue d'un tel séminaire aujourd'hui est enthousiasmante, car pour ma part, j'étais actif au sein de l'AFD sur les liens entre les acteurs du secteur de l'eau et ceux de la coopération décentralisée. Il y a une dizaine d'années, et puis ensuite j'ai pris des fonctions plus on connaissait déjà l'IRCOD, que je voyais pour ma part comme un modèle innovant et pertinent pour professionnaliser les acteurs de la coopération décentralisée. L'AFD connaissait déjà bien des acteurs tels que le PSO, bien sûr, que nous appuyions, mais de manière moins institutionnelle qu'aujourd'hui. Nous tentions d'accompagner l'essor de la coopération décentralisée dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, notamment celle des agences de l'eau et sous l'impulsion en particulier de l'aide que constituait la loi Oudin-Santini. Nous soutenions depuis peu les ONG, mais uniquement dans leurs projets internationaux. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je redécouvre un petit peu l'évolution. Je découvre le développement des réseaux régionaux multi-acteurs, la création de la CIRMA, le renforcement des activités d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Autant d'évolutions que je trouve étonnantes et à féliciter par leur ampleur. L'AFD aussi, sur cette période de 10 ans, a beaucoup évolué. Notre financement aux organisations de la société civile a décuplé. Un outil que vous connaissez sans doute, la FICOL, qui vise à financer directement les collectivités territoriales françaises, a été créé. Et on pourrait citer que 9 financements actuellement sont mis en œuvre ou en instruction par le GESCOD uniquement, dont portés par 8 collectivités différentes de vos territoires, dont la moitié financée avec l'Agence de l'eau pour un montant total de 9 millions d'euros. Pour moi, la vigueur de notre coopération et comment elle a cru au cours de la décennie passée, et je m'en réjouis sincèrement. Alors, que dire sur eau et climat? Peut-être mentionner que le climat, pour l'Agence française de développement, c'est un marqueur fort depuis déjà plus de 15 ans, peut-être le plus fort d'ailleurs de notre activité.
nous avons été l'un des premiers bailleurs à nous munir d'une stratégie climat. Nous avons été le premier aussi à nous être fixé un objectif ambitieux dans ce domaine, puisque nous avons pour cible d'avoir la moitié de nos financements, 50%, qui présentent des co-bénéfices climat. Alors, co-bénéfice, c'est le terme que nous utilisons parce que bien souvent, nous ne finançons pas des projets climat pour le climat, mais nous finançons des projets de développement qui présentent des co-bénéfices pour le climat. Alors, bien sûr, plus récemment, nous avons développé des outils qui s'adressent uniquement au sujet climatique, notamment des prêts de politique publique pour accompagner des politiques pour le climat. Mais notre métier, c'est avant tout de financer le développement à travers des secteurs d'activité. Et l'eau et l'assainissement, c'est l'un des secteurs de l'AFD. Il représente à peu près 10% de notre activité. Donc, il a cru avec nous au cours des dernières années. Il y a 15 ans, on finançait 300 millions d'euros par an dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Il y a 10 ans, c'était le double, environ 600 millions. Et aujourd'hui, c'est encore le double, plus d'1 milliard. Il faut souligner que notre secteur, celui de l'eau et de l'assainissement, est bien au-dessus des objectifs globaux de l'AFD en termes de cofinancement climat, puisque ce ne sont pas 50%, mais chaque année, entre 80 et 90% de nos financements qui présentent de tels co-bénéfices. Avec une spécificité qui est que alors que l'objectif global de l'AFD, c'est d'avoir un tiers de ces financements climat qui bénéficient à l'adaptation, parce que vous savez sans doute que naturellement, les flux de financement vont plutôt vers les projets d'atténuation. Mais dans le secteur de l'eau, en fait, c'est le double, c'est-à-dire que naturellement, ce sont les 2 tiers de nos financements qui vont concerner plutôt l'adaptation plutôt que l'atténuation. Alors, on peut bien sûr se réjouir de cette croissance des chiffres de l'aide publique au développement. Pour autant, vous le savez, elle n'est pas du tout à l'échelle des besoins, elle n'est pas à l'échelle des estimations de financement qui seraient nécessaires pour atteindre d'ici à 2030 les objectifs de développement durable que nous nous sommes fixés en tant que communauté internationale. Notre rôle en tant que bailleur ne peut donc être que celui d'un catalyseur, et c'est pourquoi l'appui à des politiques publiques de qualité susceptibles de mobiliser plus de financement nous semble être crucial, et je crois que dans ce domaine, les acteurs territoriaux français de la coopération décentralisée ont un rôle à jouer pour accompagner leurs pairs vers des politiques de qualité. Je souhaite aussi mentionner peut-être que c'est dans ce contexte qu'on a essayé depuis l'année 2020 de promouvoir un type d'acteurs qui nous semble important, qui sont les banques publiques de développement, mais pas uniquement les banques publiques du Nord, mais aussi les banques publiques de développement nationales, celles qui sont mises en place par les pays du Sud pour financer leurs propres politiques de développement. Ce sont parfois des banques régionales, parfois nationales, parfois même territoriales, sur une partie d'un pays. Et c'est dans ce cadre que nous avions impulsé en l'an 2000 un sommet qui s'appelait le FIX, le sommet Finance in Common, qui avait pour la première fois la vocation de créer une communauté de ces banques de développement, aussi bien celles du Nord que du Sud. Et dans le cadre du FIX, un certain nombre de coalitions sectorielles sont nées, notamment la Water Finance Coalition, qui est animée par l'Agence française de développement. Et je souhaite la citer parce que parmi ses activités, elle a financé une étude l'année dernière que je trouve intéressante pour vos réflexions de ce jour, qui s'est intéressée au soutien qu'apportent les banques publiques de développement au secteur de l'eau. Et j'en retiens 2 conclusions principales. La première, c'est que les banques nationales financent assez peu le secteur, moins que les banques internationales en tout cas. Et deuxième conclusion, c'est qu'elles utilisent mal les financements climat, c'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance des outils qui sont à leur disposition et qui permettraient de faire passer le message que quand on finance des projets d'eau et d'assainissement, on finance dans bien des cas des projets climat. Et c'est pourquoi nous avons mis au point une boîte à outils que nous avons diffusée ces derniers mois, qui essaye d'aider ces partenaires du Sud à mieux faire le lien entre finance climat et eau. Et sans entrer dans le détail de son contenu, je peux mentionner qu'on y présente notamment des principes communs, les common principles que les acteurs internationaux ont développés depuis 7 à 8 ans environ, pour s'accorder sur les modes de comptabilisation de la finance climat, éviter le climate washing en fait d'une certaine manière. Et ce sont des principes qui s'appliquent aussi bien à l'atténuation qu'à l'adaptation. Ce sont 2 guides différents. Et je le mentionne parce qu'il me semble que si l'eau aujourd'hui demeure
si peu présente finalement dans les enceintes internationales qui concernent le financement climat, insuffisamment en tout cas, même s'il y a des progrès. C'est sans doute parce que plus généralement, c'est l'adaptation qui reste un parent pauvre de la finance climat. Et on peut le comprendre parce que définir ce qu'est un projet d'adaptation, c'est plus complexe qu'un projet d'atténuation si on fait des projets de transition énergétique, par exemple. Et donc, nous espérons finalement en renforçant les outils, en renforçant la place de l'adaptation, renforcer également celle de l'eau et de l'assainissement, puisque le secteur de l'eau et de l'assainissement, vous le savez peut-être, représente, selon les estimations, entre 50 et 75% des coûts de l'adaptation au niveau international en fonction des études auxquelles on se réfère. Voilà quelques mots sur l'activité de l'AFD et les efforts que nous essayons de faire dans ce domaine. Et je vous remercie une nouvelle fois pour votre invitation à ce séminaire. Merci, Monsieur Goujon. Je ne sais pas si vous entendez les applaudissements de la salle, mais en tout cas, je vous en fais part. Je vais maintenant donner la parole à distance à Monsieur Figersdorfer, conseiller régional Grand Est. Bonjour à tous. Je suis effectivement Frédéric Pligersdorfer, conseiller délégué à l'eau de la région Grand Est. Si je prends ce matin la parole devant vous à l'ouverture des travaux, c'est au titre de représentant du président de la région, Franck Leroy, que vous aviez cordialement invité à participer à vos travaux. Et il est cependant retenu par d'autres obligations. Il m'a chargé de vous adresser toutes ces salutations. Il m'a également chargé de faire auprès de vous l'expression de son admiration au titre de l'engagement qui est le vôtre et d'ores et déjà souligner l'affirmation d'un soutien entier de la collectivité régionale à la démarche qui est initiée ce jour. Un mot également, si vous le permettez, sur ma présence à distance. Elle est également liée à un certain nombre d'obligations qui sont cependant pas très éloignées, pas éloignées du tout sur les sujets de réflexion de vos travaux. En effet, ce matin, le SDEA que je préside et qui est le plus grand syndicat français à pratiquer la gestion intégrée de l'eau réunit son bureau. Et parmi les points que nous évoquons ce matin au bureau, il y a en particulier notre contribution à la conférence des Nations Unies qui se déroulera en mars 2023, consacrée à l'eau pour le développement. Par ailleurs, cet après-midi, nous avons une réunion de la commission de coopération décentralisée de notre syndicat qui se réunit en particulier pour évoquer un certain nombre de retours au titre de la profonde et féconde coopération que nous avons avec le Cameroun. Je sais par ailleurs qu'un de mes collègues, un de mes amis est parmi vous et interviendra également. Il est également membre et très actif au sein du SDEA, c'est Gérard Chan, qui évoquera avec vous ce jour le travail que nous tentons de construire au niveau du Cambodge. Alors, tous mes regrets, d'autant plus, et chacun le sait, que j'ai une petite place dans mon cœur à plusieurs titres pour le GESCOD, pour ceux qui l'animent et celles et ceux des collègues de la région et collaborateurs de la région qui travaillent à leur côté. Moi, je veux liminairement dire et remercier GESCOD et PSO pour l'initiative prise et remercier tous les partenaires qui ont répondu favorablement à l'invitation. Vous le savez, plus que jamais, l'eau, je vais reprendre les propos du président Fortuné, je ne vais pas vous faire l'article, on est quand même entre sachants, même si le souhait de ce matin et des 2 journées qui vont se dérouler est d'y associer un maximum de public et en particulier un public étudiantin. Donc, je ne reviens pas sur les problématiques qu'a très bien décrites d'ores et déjà, qu'ont très bien décrites d'ores et déjà un certain nombre d'intervenants. Il reste que l'eau est au centre de nos préoccupations.
à plusieurs titres, hein, et en particulier ce matin parce qu'elle est à la fois un problème et une solution par rapport au climat. Et l'action menée au titre de la coopération décentralisée est ici aussi très riche de sens, dans la mesure où, de notre point de vue, ça associe à la fois solidarité mais également réciprocité. Et ce terme de réciprocité me semble être tout à fait central au titre des réponses que nous avons à construire ensemble au niveau mondial dans les années à venir. Un mot simplement sur la raison, la présence peut-être plus manifeste de la région Grand Est, puisque vous le savez, nous sommes également un soutien fort du GESCOD et nous participons avec lui à la fixation d'un certain nombre d'objectifs moyen-long terme. D'abord, il y a un sens des responsabilités qui est lié au fait que la région Grand Est, j'allais dire physiquement, hein, somatiquement, est positionnée à l'amont de plusieurs grands bassins français. Et à ce titre-là, nous avons des bassins versants, hein, s'entend, hein, nous avons une acuité sur la responsabilité qui est la nôtre, parce que nos choix en matière quantitative et qualitative portent des conséquences extrêmement importantes sur de nombreuses personnes en Europe et en France, et bien au-delà évidemment des frontières administratives de la région Grand Est. Cette appréhension de notre responsabilité nous a valu de mettre en œuvre une politique régionale, nous semble-t-il, très ambitieuse. L'idée, c'est de grosso modo se dire que, outre tout ce qui est sectoriel sur l'eau, sur l'assainissement, sur les problématiques des eaux de surface comme sur des eaux souterraines, nous avons eu la préoccupation de faire de l'eau également une valeur commune à l'ensemble de nos politiques. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix de dire que l'eau était une valeur commune de l'ensemble des politiques de la région, et nous avons fait le choix, j'en profite pour le dire, hein, de nous saisir d'une compétence facultative qui était celle de la concertation, de la compétence animation et concertation en matière d'eau, ce qui nous amène à travailler avec la quasi-totalité des partenaires et des intervenants sur l'eau au niveau de la région Grand Est. Un mot peut-être pour esquisser une fin de mon propos. Je voudrais également signaler de quelle façon l'eau, au-delà de cette préoccupation transversale qui permet d'interroger l'industrie, les politiques industrielles sur ce qu'elles font ou ce qu'elles ne font pas au profit de cette ressource précieuse. Pareil pour le tourisme, pareil également pour la culture, pareil pour le scolaire, pareil pour les universités. Et évidemment, comme d'autres grandes régions françaises, nous avons également un service et une politique totalement dédiée à la coopération, solidarité internationale et coopération internationale. Et l'eau, là également, elle est présente sur toute une série d'axes de travail. Nous allons en citer peut-être 3 qui soulignent bien l'interdépendance de nos réflexions et de nos travaux. Il y a évidemment une action de coopération internationale d'attractivité qui permet d'être présent dans un certain nombre de territoires européens, mais également extra-européens. Et comme c'est souvent très lié à l'économie, c'est souvent aussi des secteurs qui nous permettent de travailler avec des États, des régions qui ont une expérience quelquefois novatrice en matière de gestion d'eau et quelquefois aussi en matière technologique. Je voudrais citer 2 cas. On a une grosse collaboration avec la Suisse, d'ailleurs, qui se manifeste par ailleurs aussi sur la co-conduite ensemble d'un certain nombre de programmes européens. Ça permet aussi d'accéder à des niveaux de technologie et à des réflexions sur les niveaux de technologie qui correspondent clairement à ce que doit être le 21e siècle, des préoccupations centrales par rapport à la qualité de l'eau.
notamment en ce qui concerne les effluents. Je pourrais également citer la coopération avec le Québec, qui est à lui tout seul également un réservoir pour le territoire nord-américain et qui, de longue date, a déjà fait le choix d'avoir une gestion intégrée de la ressource, qui est également pour nous un aiguillon qui nous pousse à approfondir notre travail au bénéfice de cette ressource. Il y a également évidemment une coopération interrégionale européenne et dans celle-ci en particulier parce que quelquefois elles sont associées à des milieux hydriques comme des fleuves. Ça amène des coopérations des deux rives qui quelquefois sont elles-mêmes deux rives séparées par une frontière politique. Mais dire également que nous avons évidemment des actions de co-développement qui sont pilotées cette fois-ci directement et sur lesquelles nous avons un rendu direct à la fois en Basse-Casamance, dans la région de l'Oriental au Maroc. Nous sommes également présents au Bénin et au Togo. Le deuxième axe, c'est le travail que nous faisons avec les associations et à ce titre-là, on a pleinement notre place ce matin, c'est à savoir cette capacité à mettre en réseau les acteurs locaux. L'outil ici, il n'est pas original, mais il est décliné avec une grosse ambition. C'est l'outil lié aux appels à manifestation de projets sur la thématique de l'eau et de l'assainissement. Et au moment où je parle, je peux rappeler qu'en 2022, c'était 8 projets portés par un certain nombre de partenaires que nous avions soutenus directement. Il y a également évidemment notre présence aux côtés de plusieurs intervenants qui ont déjà parlé ce matin dans tout un tissu de réseau qui permet évidemment d'enrichir nos connaissances, mais également de faire front. C'est sûr que l'AFD, que les agences de bassin, que le ministère des Affaires étrangères, que GESCODE, que PSO sont des gens avec lesquels sont des personnalités juridiques avec lesquelles nous travaillons avec plaisir parce que là également elles aiguillonnent notre travail. Je voudrais juste dire qu'en matière de travail direct avec les territoires extra-européens, c'est sur les 5 dernières années à peu près 700 000 euros, indépendamment des appels à projets spécifiques qui ont été consacrés à ce travail. Je vais évidemment pas préempter la journée. Je vais vous quitter pour rejoindre la réunion que je dois animer et qui normalement a déjà commencé. Et simplement pour vous dire que je vous rejoindrai au cours des 2 jours, là également en visio. Je voudrais signaler en conclusion provisoire, c'est qu'évidemment, au niveau de Grand Est, nous sommes absolument convaincus que l'eau est un des principaux vecteurs par lesquels les changements climatiques impacteront les populations et l'environnement. Et de la même façon, par son côté transversal, nous formons un espoir, une espérance pour que l'eau soit également une solution face au changement climatique. Et si je peux, à titre plus personnel, et ça sera la fin de mon propos, dire quelque chose. Dans un temps passé, et encore maintenant, j'ai été très impliqué sur les problématiques de qualité de l'eau. Je pense que dans le dialogue et dans la construction d'une programmation riche et variée avec l'ensemble de nos partenaires, la qualité de l'eau, les transferts de ce qu'on appelle alors, je sais que les économistes évoquent souvent des utilités négatives en direction d'autres territoires, doivent aussi être au centre de nos préoccupations. Nous arrivons peu ou prou à convaincre, parce que c'est une exigence sociétale et elle est légitime, beaucoup d'acteurs à limiter
l'usage d'un certain nombre d'intrants qui dégradent massivement la qualité de l'eau, il ne s'agirait pas de permettre que ces intrants puissent être, dès lors qu'ils sont interdits, en particulier au sein de l'Union européenne, qu'ils puissent être utilisés ailleurs. C'est un de mes combats. En tout cas, je vous souhaite de bons travaux et merci encore de m'avoir prêté votre attention. Merci beaucoup. Je vous transmets les applaudissements de la salle si vous ne les entendez pas à distance. Je vais maintenant donner la parole en présentiel à M. David Bourmeau, chargé d'intervention spécialisée Relations internationales à l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. Bonjour à tous. Tout d'abord, il faut le mettre là, comme ça. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, je suis vraiment très heureux de retrouver beaucoup de têtes que je connais et je remercie le GESCOD et le PSO et l'AFD d'avoir permis d'organiser cette journée et d'y avoir convié l'agence. Alors, à mon tour, je vais excuser notre directeur général, M. Marc Holzel, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, malgré vraiment l'intérêt personnel qu'il porte à ces questions. C'est un directeur qui est très impliqué aussi sur les questions de coopération internationale. Il porte cette politique au sein de nos instances et donc, en son nom, je souhaitais vous transmettre ces cordiales salutations. Alors, je ne vais pas, moi, dans ce mot d'introduction, trop présenter en détail les modalités d'intervention de l'Agence de l'eau en matière de coopération, j'aurai l'occasion de participer à la table ronde de cet après-midi. J'avais plus envie, au mot d'introduction, de partager avec vous un peu quelques considérations qui m'inspirent justement cette thématique de l'eau. C'est un sujet qui est passionnant. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine de l'eau. Et peut-être partager quelques considérations un peu plus personnelles qui pourront peut-être contribuer à alimenter vos réflexions sur ces 2 jours. Moi, le premier étonnement que j'ai par rapport à ce sujet, c'est que quand on y réfléchit, la molécule de l'eau, c'est quelque chose de tout simple, c'est 3 atomes. Et avec 3 atomes, ça a permis de façonner un petit peu tout l'écosystème terrestre qui nous abrite aujourd'hui. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les impacts que cette molécule d'eau a pu avoir dans l'histoire de la Terre et de la planète. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça en fait une molécule qui est fondamentale, qui est vitale, et qui fait que, en fait, la moindre altération qu'il peut y avoir sur cette ressource en eau va avoir des impacts forcément directs et très importants, à la fois sur l'environnement et sur la qualité de vie des populations. Donc ça, c'est déjà un premier élément de considération par rapport à ce sujet. L'autre sujet, ce n'est pas des moindres aussi, je pense qu'on ne le mesure peut-être pas assez, c'est tellement évident, mais quand finalement les choses évidentes, parfois on les oublie, c'est que c'est une molécule, c'est une ressource qui est complètement insubstituable. C'est-à-dire que ce n'est pas comme le pétrole, ce n'est pas comme autre chose. Si vous n'avez pas d'eau, vous pouvez boire autre chose, mais il y aura toujours de l'eau dedans. Donc, le fait que ça soit insubstituable, vous ne pouvez pas, malgré toutes les technologies qu'on peut inventer, ce n'est pas une molécule qu'on peut remplacer. Et donc, ça la rend d'autant plus précieuse, mais ça fait surtout, ça rend l'obligation de devoir la préserver. On n'a pas le choix. C'est une ressource qui forcément doit être préservée. Et ça, c'est vrai sur toutes les parties de la planète, quels que soient nos niveaux de vie, quels que soient nos niveaux de développement, quels que soient nos niveaux de technologie. Eh bien, c'est une ressource qui est si précieuse et encore une fois irremplaçable. Et donc, on doit absolument, c'est notre survie en dépend, absolument la préserver. Et puis, comme j'aime à le dire aussi souvent, et là, on est vraiment dans la thématique de l'international, c'est aussi une ressource qui ne connaît pas les frontières. Alors, l'eau peut être une frontière, on a des fleuves frontières, on est bien placé ici pour le savoir, mais c'est une ressource qui ne connaît pas les frontières ni administratives, ni les frontières entre États. Donc, ça dépasse toutes les circonscriptions administratives, les frontières entre les différents États. Et ça oblige, enfin, ça nous oblige aussi à gérer cette ressource de façon partagée. Et quand je dis de façon partagée, c'est de partager à la fois entre les usagers, au sein même d'un même État, ou partager évidemment entre les États. Et s'il y a des tensions liées à l'eau qui existent dans le monde, qui sont bien connues, avec des régions qui sont vraiment des châteaux d'eau et qui approvisionnent en aval beaucoup de pays qui dépendent de l'action qui est menée sur cette ressource en amont. Donc, c'est vraiment
l'eau est un enjeu géopolitique qui est majeur, et il est particulièrement majeur dans les pays où il y a un stress hydrique, où on manque d'eau. Et donc forcément, alors qu'on manque d'eau, toutes ces tensions sont encore plus exacerbées. Et pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant, ça en fait vraiment un enjeu géopolitique très fort. Alors par rapport à ça, le changement climatique, lui, en perturbant le cycle de l'eau, notamment en modifiant le régime des précipitations, rend encore cette problématique de sécurité hydrique encore plus intense. Parce que forcément, là, comme je viens de le dire, lorsqu'on a un stress hydrique, tout ça ressort encore plus. Et dans un monde où, en plus, on doit gérer une augmentation de la demande en eau, puisqu'on a une explosion de la démographie, et on a aussi, ce qui est notable également à bien avoir en tête, un accroissement du niveau de vie qui fait que chaque personne aussi consomme plus d'eau que consommait en moyenne sur Terre qu'il y a des dizaines d'années. Donc tout ça, ça rend effectivement l'eau, ça met devant nous beaucoup de défis, c'est un enjeu très fort. Alors les problématiques de l'eau sont telles qu'elles sont devenues vraiment une question qui figure parmi les 17 objectifs de développement durable de l'agenda 2030 de l'ONU, qui, je rappelle, a décrété, alors qu'en 2010, j'allais dire, mais a décrété quand même que l'eau, c'était un droit fondamental, un droit de l'homme, et que l'accès à l'eau et à l'assainissement devait être assuré et garanti par tous les États. Et donc, l'ONU engage tous les États à respecter ce droit et à mettre en œuvre ce droit. Alors, les agences de l'eau, dans tout ça, évidemment, légitimées par la loi Oudin-Santini de 2005, ont développé une politique de coopération internationale qui est à la fois dans chaque bassin, mais qui est aussi une stratégie interagence, puisque l'année dernière, en 2020, on a fait adopter dans nos 6 comités de bassin une stratégie commune interagence. Donc, vous voyez que c'est vraiment une politique, même si on a chacun nos spécificités, sur cette thématique-là, on est vraiment, on intervient de concert, ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir des partenariats nationaux. Je citerai celui que nous avons avec l'AFD, qui est signé avec les 6 agences. Donc, elles apportent à la fois en premier levier des aides en tant que bailleur pour aider des projets de solidarité. Il y a un bon nombre d'entre vous qui nous connaissent sous cet angle-là. Je pense à la fois aux associations et aux collectivités. On a eu le plaisir de voir aussi l'Eurométropole de Metz. J'en profite d'être aujourd'hui ici pour rappeler que l'Eurométropole de Metz s'est engagée dans une coopération décentralisée avec la région de Nouakchott, donc avec le soutien aussi de l'Agence de l'eau. Donc voilà, ce sont ce genre d'aide financière et de soutien en termes de conseils également que les agences peuvent apporter. Et puis, on a un autre rôle qui est peut-être parfois un peu plus méconnu aussi, c'est qu'on mène nous-mêmes des politiques de coopération institutionnelle où les agences de l'eau sont elles-mêmes porteurs, coopérants, si vous voulez, pour promouvoir le modèle de gestion qu'on a la chance d'avoir en France, le modèle de gestion concerté, intégré des ressources en eau. Et donc, comme c'est un modèle qui est quand même reconnu à l'échelon international, les agences de l'eau peuvent avoir des partenariats avec des autorités de bassin ou des autorités étrangères pour conduire justement une dynamique on appelle ça la gestion intégrée des ressources en eau, pour parler un peu le terme technocratique, donc la GIR. Aujourd'hui, l'agence Rameuse, par exemple, est présente au Vietnam, au Cambodge, au Laos. On essaye de monter aussi quelque chose au Cameroun, et les autres agences de l'eau françaises ont également des coopérations de ce type. Voilà, donc le modèle de gouvernance qui existe en France depuis les années 64 et que les agences mettent en pratique au quotidien, on contribue à l'exporter et à faire en sorte qu'il puisse inspirer aussi d'autres pays pour mieux gérer ces ressources. Alors, je me permets juste de faire aussi un lien pour illustrer un petit peu cette action des agences de l'eau en termes de maîtrise de la ressource, un lien avec l'actualité toute récente, puisque simplement pour rappeler que les 6 comités de bassin ont été consultés par le ministre de l'Environnement en fin d'année dernière pour apporter leur contribution au volet eau de la planification écologique qui a été décidée par la Première ministre. Et donc, les comités de bassin, vous voyez, c'est très concret, ont apporté leur contribution en fin d'année. L'agence de l'eau, le comité de bassin Rameuse a exprimé, fait remonter 35 contributions au niveau du ministère. Donc, je ne vais pas revenir sur ces 35 recommandations, mais c'est pour traduire un petit peu de façon concrète effectivement le savoir-faire des agences qui est reconnu et ce modèle de gestion
encore une fois, qui est assez spécifique en France, en Europe, et qui est exporté à l'étranger et qui est quand même une chance pour nous, même si c'est un modèle qui a évolué, qui a aussi ses contraintes et ses limites, mais c'est quand même un modèle qui est bien adapté à la gestion de cette ressource. Et ce qui est sûr, c'est que les réponses qui seront apportées à l'eau, ce ne seront pas des réponses uniquement techniques ou technologiques, c'est des réponses qui vont devoir nécessiter la mobilisation de l'ensemble des usagers, de l'ensemble des acteurs, et qui nécessiteront aussi des réponses qui soient vraiment en phase avec les territoires, donc qui doivent être aussi co-construites avec les territoires. Et c'est pour ça que ce modèle de gouvernance est intéressant sur ce point-là. Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder. Ce que je souhaiterais dire, c'est qu'effectivement, sur la coopération internationale, moi, ce que je ressens aussi à travers tous ces travaux, c'est que, et je reprendrai même, alors pas la formule exacte, mais l'idée que notre directeur avait formulée en revenant d'un précédent voyage là, au Vietnam l'année dernière, c'est que finalement, c'est un peu un laboratoire d'idées pour nous aussi, c'est aussi source d'inspiration parce qu'à travers les réflexions qu'on conduit aussi avec nos partenaires étrangers, ça nous inspire nous-mêmes pour les problématiques qu'on rencontre nous-mêmes sur notre bassin, des problématiques qu'on n'imaginait pas rencontrer. Avant la sécheresse de 2022, l'eau dans le bassin Rameuse, les gens n'avaient pas forcément conscience que c'était une ressource où on pouvait connaître des pénuries. Si, c'est une ressource où on peut connaître des pénuries. Il y a des communes qui ont été alimentées avec des bouteilles d'eau. Donc, et c'est des phénomènes qui vont augmenter en fréquence. Donc, forcément, aujourd'hui, on s'approprie, s'il y a un plan eau dans la planification écologique, effectivement, il y a une prise de conscience un peu tardive au niveau français que c'est une ressource qui doit vraiment être préservée. Et donc, tout ce que l'on peut mener, je pense que vous êtes bien placé aussi, chacun d'entre vous, par rapport aux actions que vous menez, pour savoir que c'est enrichissant et qu'il y a une réciprocité aussi à travailler avec des partenaires étrangers. Voilà, donc je vous remercie en tout cas de votre attention. Je vous souhaite 2 journées de travail fructueuses et riches. Et je vous remercie encore une fois pour votre écoute. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Madame Rachel Burgy, adjointe au maire de Metz et conseillère à l'Eurométropole. Merci beaucoup. Oui, je vais conclure cette session avec effectivement beaucoup d'interventions très riches en informations. Merci donc au GESCOD, à PSO, l'Agence de l'eau, etc., d'avoir organisé ce séminaire, parce qu'il est très important de communiquer effectivement autour de la rareté de cette ressource, ce qui est une évidence, mais quand il y a des grandes sécheresses ailleurs dans le monde, que ce soit en Afrique, en Asie ou d'autres territoires, effectivement, nous commençons, nous, ici, à connaître les sécheresses éclairs, dites éclairs. L'année dernière était la première année où on a commencé l'année en déficit au niveau de la ressource en eau et des niveaux des nappes. Donc, on voit les signes poindre. Et je pense qu'on peut dire qu'on s'est largement mis en action depuis, mais je sais que tout ça, on va dire, et c'est malheureux d'attendre d'avoir des signes, mais en tout cas, je sais que la réaction va être vive et c'est pour ça que je suis très heureuse de voir l'eau au centre des débats et de vous accueillir aujourd'hui dans ces salons de l'Hôtel de Ville de Metz. Notre maire président, Monsieur François Grosdidier, qui m'a confié donc la transition écologique en septembre dernier, est très sensible à toutes ces questions. Nous avons, nous, à Metz, une petite spécificité. Je suis également présidente du syndicat des eaux de la région Messine. Nous sommes en contrat de concession avec Veolia. Et donc, en découvrant cette fonction en septembre dernier, en prenant la transition écologique, j'ai découvert également un dossier très technique, avec beaucoup d'investissements nécessaires sur nos réseaux, puisque nous avons la chance d'avoir de l'eau potable, de pouvoir ouvrir notre robinet et de pouvoir profiter de cette eau de qualité que nous avons, en tout cas ici et ailleurs, grâce aux agences et à tous les acteurs qui travaillent sur l'assainissement de l'eau potable. On a encore beaucoup de progrès à faire en France et je pense que ça fait partie aussi de la coopération internationale, c'est de ne plus utiliser de l'eau potable, par exemple, pour nos réseaux de toilettes notamment, ce qui semble être une hérésie aujourd'hui sur lesquelles il me semble ce serait quand même assez normal de travailler de manière intense. Et en ce qui concerne l'appauvrissement des cycles, l'azote, le phosphore, les sols,
qui donne lieu finalement à un appauvrissement général et à un dérèglement du cycle de l'eau, ce qui amène effectivement c'est pour ça que là, le terme de coopération internationale prend tout son sens, c'est-à-dire que ce qu'on fait ici se retrouve dans nos sols, nos antibiotiques, nos polluants, nos intrants, mais notre action ici, généralement en tant qu'humain, va provoquer une évaporation plus importante de l'eau, puis va ramener des masses à l'intérieur des continents et va provoquer des pluies diluviennes chez nous, mais aussi ailleurs. Ce qui se passe, c'est que les sols étant de plus en plus appauvris, ne peuvent pas retenir l'eau. Donc, ce qui fait que ça ruisselle, ça ne peut pas nourrir les sols. On ne peut pas faire de l'agriculture, notamment dans des pays d'Afrique où justement les sols sont devenus clairement incapables de retenir l'eau qui tombe parfois en quantité importante, mais dont on ne peut pas les ramener en tant qu'eau verte, c'est-à-dire l'eau souterraine si riche qui va vraiment nourrir tous les écosystèmes et qui va nourrir notre système d'agriculture, nous permettre aussi de nous nourrir. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? En tout cas, nous, ce qu'on a au CERM et à la métropole, et vous l'avez tous en vous, puisque c'est votre action au quotidien, vous tous qui êtes ici, eh bien, c'est de planter des haies, de préserver les zones humides, de faire le maximum effectivement de projets qui puissent justement régénérer et essayer de rétablir cet équilibre qui a été fortement ébranlé. Donc, c'est notre rôle à nous, puisqu'on a, nous, un impact qui est assez important, notre agriculture intensive, puisque quand on parle d'eau, on a commencé à parler d'agriculture et de sol. Évidemment, l'agriculture intensive a déréglé les sols. On a demandé de plus en plus aux sols, aux agriculteurs aussi, qui ont dû se mettre, on va dire, à la page avec de plus en plus d'intrants chimiques, etc. Je sens qu'on revient en arrière, on commence à modifier cela. J'ai découvert, moi, des partenariats et des agriculteurs qui étaient aussi volontaires du moment qu'on arrive à compenser aussi sous nos latitudes, parce qu'on s'est mis dans un modèle économique qui est aussi complètement fou et donc qui commence à montrer des signes de faiblesse aussi. Et les chambres d'agriculture et donc des prestations comme les paiements pour services environnementaux, les PSE, qui sont mis en place et qui ont pour but d'inciter les agriculteurs à passer en bio, ce qui est une des manières de limiter les intrants dans le sol et donc de préserver notre ressource en eau. Toutes ces choses-là doivent se mettre en place parce que notre action ici aussi a également une influence sur des zones qui sont plus pauvres en initiative et plus pauvres tout court, donc que nous devons aussi protéger par notre action. Je pense que je ne vais pas aller plus loin sur d'autres choses qui ont déjà été dites et qui, je pense, n'ont pas besoin d'être redites, qu'on travaillera ensemble dans les groupes de travail. En tout cas, je suis donc plus que satisfaite aujourd'hui de voir ces groupes de travail en place. Je sais que vous travaillez depuis bien longtemps sur cette ressource en eau. Je vous en remercie encore, la ville de Metz et l'Eurométropole par ma voix. Merci au président Fortuné, à tout le monde qui est intervenu avant et je nous souhaite un très bon séminaire. Merci beaucoup. On va préparer la connexion avec Madame la Présidente du Conseil régional de Nouakchott qui est en ligne avec nous pendant qu'on règle ces détails techniques. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle? Si c'est le cas, levez la main. Et pour ceux qui sont à visio, si vous souhaitez faire part de vos questions, vous pouvez les inscrire dans le chat du Zoom et nous les lirons pour vous. Des questions? Je passe la parole à monsieur. Si vous voulez bien vous présenter avant de poser votre question, merci. Oui, bonjour à tous. Je suis Dr Lebray, trésorier de l'association des Papayes. Je pose une question sur l'interaction avec les bénéficiaires de vos agences et différents groupes, organismes. Quels sont les liens que vous engagez pour déterminer une plus grande interaction avec les bénéficiaires qui ne sont pas forcément aussi bien organisés que vous? C'est ça, en fait, l'interaction terrain. Merci. Je ne sais pas qui veut répondre à la tribune. Vous pouvez peut-être préciser votre question. C'est les interactions entre quels bénéficiaires et quels opérateurs? Les bénéficiaires des territoires
du Sud. J'ai oublié de préciser les acteurs terrain de l'Afrique subsaharienne, en l'occurrence, ou par exemple, quoi. Donc, les petites ONG, les villageois, les gens qui ressentent les mêmes conséquences du changement climatique et des stress hydriques, mais qui ne savent pas comment et à quelle porte toquer pour obtenir des financements ou une aide à la constitution de projets. Non, il est bien évident que les coopérations décentralisées que nous menons sur les différents territoires en Afrique ou ailleurs d'ailleurs, il est bien évident qu'hormis le côté technique des projets, il y a forcément et avant tout une interaction avec les acteurs de terrain, avec les populations, hein, qui nous remontent leurs différents problèmes. Et bien évidemment, en plus des projets techniques que nous mettons en place, il y a forcément une relation très importante, une relation humaine qui se met en place entre les acteurs de terrain là-bas et puis les acteurs ici. On ne peut pas mettre en place, je dirais, des projets aussi importants soient-ils, sans avoir une interaction, sans avoir une certaine humanité, pour ne pas dire beaucoup d'humanité, sans avoir cette interaction humaine entre les populations. Hein, parce que je rappelle quand même si vous êtes tous, je dirais, convaincus de ce que je vais vous dire, qu'entre notre modèle contemporain, enfin notre modèle occidental et les modèles que nous rencontrons là-bas, il y a quand même un certain gouffre, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, d'abord et avant tout, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler lors des tables rondes, si on n'a pas cet impact, si on n'a pas cette relation, cette translation avec les populations, tous les projets que vous pouvez imaginer ne fonctionnent pas très bien. Ne fonctionnent pas du tout d'ailleurs. Merci. Une question qui nous est posée dans le chat avant de… Ah, pardon. Excusez-moi. Non, pour aussi compléter effectivement ce que vous venez d'indiquer. Alors, effectivement, même dans l'objectif premier qu'on se donne au PSO, hein, dans notre rôle d'accompagnement, d'appui à vous tous, acteurs de solidarité internationale, c'est justement de partir, effectivement, d'être bien à l'écoute des populations, qu'effectivement, le préalable est toujours, effectivement, d'avoir un diagnostic, d'avoir une démarche la plus participative possible sur les terrains d'action pour répondre à, effectivement, ce qui ressort des besoins locaux. D'autre part, dans beaucoup de situations, il existe déjà des cadres, hein, nationaux ou locaux. Hein. Il y a des collectivités qui ont déjà des cadres de développement communaux spécifiques ou non à l'assainissement, satisfaisant ou incomplet, mais en tous les cas, c'est important de repartir de là, de consolider ces cadres au niveau local, le plus local directement, et que l'action, effectivement, d'acteurs extérieurs vienne bien s'inscrire en réponse à ce qui aura été formulé au niveau le plus local. Et effectivement, cette question de démarche participative à l'écoute de la diversité des acteurs locaux est essentielle. Elle n'est pas toujours simple à mener, mais c'est effectivement une attention que tout acteur de solidarité doit avoir et qui facilite aussi par la suite. On a parlé de réciprocité, on a parlé de liens d'échange. Effectivement, c'est aussi deux territoires qui coopèrent, des habitants de ces deux territoires qui coopèrent, et il faut aussi donner de la place à cette dimension. Est-ce que je peux juste me permettre de rajouter, justement, c'est dans les priorités d'intervention de l'agence, notamment. Alors, le fait qu'il y ait un relais local, c'est une condition de toute façon d'éligibilité pour accéder à nos aides. Et après, pourquoi aussi on aime bien travailler avec des collectivités? C'est parce que justement, une collectivité qui gère de l'eau en France peut créer des liens techniques et des liens politiques, enfin, en tant d'expérience d'élus, avec des acteurs locaux. Et donc, en fait, ce qui nous intéresse, ce n'est pas simplement de venir ponctuellement réaliser un projet, mais c'est de le concevoir dans la durée et concevoir des liens entre les coopérants qui s'installent dans la durée et qui permettent justement de construire quelque chose, de co-construire quelque chose avec les acteurs locaux. Et pour citer des exemples des dossiers qui sont le plus aboutis, je pense notamment à ce qu'on fait au Cambodge ou au Cameroun aussi avec le GESCODE, c'est mettre en place des sortes d'intercommunalités pour que justement créer un service d'eau. Moi, je suis très attaché à ce mot-là, c'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'on va faire payer aux gens ou le modèle de développement qu'on met en place, ce n'est pas simplement l'eau, c'est un service d'eau et d'assainissement et qu'on installe ce service dans la durée et qu'il soit accessible aux locaux. Donc, on est vraiment très attaché à ce lien avec les locaux et à la pérennité des projets. Merci. Une question qui nous est posée dans le chat.
Alors, c'est une question très technique, hein, je ne sais pas si vous aurez la possibilité d'y répondre. À quoi attribuez-vous les pluies diluviennes en Afrique de l'Ouest? Je ne pense pas qu'on va rentrer sur un cours sur le dérèglement du cycle de l'eau, mais globalement, le fait que c'est un cercle vicieux, puisque la température augmente sur Terre, globalement du fait de notre activité, et qu'on génère donc des gaz à effet de serre supplémentaires qui augmentent la température. On a plus d'évaporation. Notre problème vient du fait qu'on ait plus d'évaporation. La rapidité de l'évaporation est plus rapide, enfin, est plus importante que la précipitation. Et en fait, il faut savoir que les pluies sont générées par donc des masses d'air humide qui vont rentrer dans les continents et qui vont précipiter, puisque c'est ça ce cycle de l'eau qu'on vous explique en CM1 de manière très simplifiée, mais c'est exactement ça. Le problème étant qu'aujourd'hui, comme on a donc plus d'air qui s'évapore, puisque c'est un peu simplifié, j'aime pas dire parce que la température augmente, mais on va simplifier de cette manière-là pour ne pas rentrer dans des considérations de fresque du climat. D'ailleurs, je pense que cette personne devrait s'inscrire à une fresque du climat, puisque les fresqueurs racontent ça beaucoup mieux que moi. Et donc, ces masses d'air qui sont issues de l'évaporation de l'eau bleue, hein, de l'eau qu'on peut voir toutes et tous, rentrent à l'intérieur à cause des vents et des courants d'air, entrent sur le continent et à ce moment-là vont précipiter. Mais ce qu'il y a, c'est comme elles sont beaucoup plus importantes qu'auparavant, les pluies sont diluviennes. Comme en plus, elles ne rentrent pas dans les sols et elles tombent sur des sols qui sont de plus en plus chauds, elles vont s'évaporer à nouveau. C'est ce qui crée les phénomènes de pluie diluvienne et également les phénomènes de tornades. Et c'est parce que tous les courants sont complètement déréglés. Et donc, on n'est plus sur quelque chose qui permet d'avoir des pluies correctes. Et comme les sols sont secs, ça ne rentre pas, ça se réévapore et c'est le cercle vicieux. Merci beaucoup pour cette séance d'ouverture, pour ces questions-réponses. Je pense. Monsieur voudrait préciser, je pense, mon propos corrigé ici. Oui, merci d'accepter ma dernière question. Jean-Marie Bailly, d'Électriciens sans frontières. Depuis le début des différentes interventions, on sent qu'il y a différents acteurs. On voit des collectivités, effectivement, c'est des bras armés, effectivement. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de petites associations, surtout en Lorraine. Hein, je veux dire, et ça, les petites associations sont convaincues, effectivement, de l'accès à l'eau est très important. Mais vous voyez le lien, disons, la force, effectivement, la compétence n'est pas toujours identique. Les petites associations en Lorraine, ce sont des bénévoles. Effectivement, bon, à travers GESCOD, on sent qu'il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup d'appels, PSO également. Mais je veux dire, quelle réflexion, quelle action on pourrait mener pour essayer de dire que 1 et 1, il ne faut pas 2, mais peuvent faire 11. Vous voyez, disons, comment aider les petites associations qui vont dans un petit village africain, un petit village du Cambodge, qui vont avec leurs petits moyens, mais qui forcément pourraient faire beaucoup mieux à travers GESCOD, à travers les collectivités ou à travers PSO, quoi, et qui ne sont pas forcément informés. Je veux dire que c'est comment aider les petites associations. Voilà, c'est une question qui est importante pour permettre d'être le plus efficace possible au niveau des populations. Merci. Alors, je vais répondre au niveau de l'agence de l'eau. Donc, nous, les petites associations, dans nos aides, hein, on aide environ 35 projets par an. Et dans les 35, il y a les petites associations. Parce que le monde associatif est très diversifié aussi. Hein. On a des associations qui sont vraiment presque professionnelles. Et puis, on a les petites associations avec des retraités, comme vous dites, où ils sont qu'une dizaine de membres actifs et qui ne font pas le même travail, mais chacun à sa place. Après, forcément, on ne peut pas tout mettre les œufs dans le même panier. Donc, nous, on essaye d'essayer, enfin, comme c'est un vivier aussi pour faire émerger des projets, on est intéressé par ça. Mais je vais vous citer une mesure qu'on a mise en place depuis la révision du 11e programme et qui n'a pas du tout été activée. Alors, peut-être qu'on n'a pas assez communiqué, mais on a ouvert la possibilité aux associations de pouvoir se mettre à plusieurs pour bénéficier d'une aide majorée de l'agence de l'eau, parce qu'on se rend compte que parfois des associations sont très implantées territorialement, n'ont pas forcément la compétence eau, ou d'autres associations ont la compétence eau, mais ne sont pas implantées territorialement. Donc, on voulait jouer sur la complémentarité des associations, et c'est une mesure qui aujourd'hui n'a pas été activée. Alors, et cette fois, ce n'est pas de notre faute, entre guillemets, parce qu'on a des règles parfois un petit peu compliquées d'accès à nos aides.
donc je suis bien placé pour le savoir. Donc, on essaye à chaque fois de surmonter ces difficultés. Mais là, en l'occurrence, on a mis quelque chose à titre expérimental et nos instances ont accepté ce modèle-là. Et donc, c'est en place depuis plus d'1 an et pour l'instant, on n'a pas été sollicité. Donc, moi, là, aujourd'hui, ça me permet de profiter de cette assemblée pour rappeler cette mesure. Mais elle va dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire permettre à des petites associations de pouvoir avoir des projets encore plus ambitieux, plus robustes et qui vont plus intéresser les bailleurs. Oui, merci beaucoup pour cette question. Alors, effectivement, je crois que c'est une grande spécificité française, c'est effectivement cette multiplicité, effectivement, d'émergence d'initiatives locales, hein, de collectivités locales, mais aussi de petites associations. C'est vrai qu'on compare avec d'autres pays européens, en général, il y a quelques très grosses ONG. La France a la chance d'avoir ce tissu très, très fort de très nombreuses associations de solidarité internationale et c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Le PSO, justement, a été créé en 1984 pour accompagner toutes ces dynamiques. L'idée, c'est effectivement, ces dynamiques existent, comment on va les appuyer, les renforcer. Donc, comme on est tout à fait en phase avec ce que porte aussi l'Agence de l'eau, pour nous, de notre côté, notre rôle, il est tout autant pour ces petites structures que pour les plus grosses structures, donc dans notre fonction d'appui conseil, peut-être d'essayer justement toujours de bien guider effectivement comment on répond bien à la demande, quels acteurs on va mobiliser sur le terrain, comment on met en place un système qui sera pérenne sans après le départ de la structure locale. Donc, c'est pleinement le rôle que l'on remplit. Après, on sait effectivement, c'est la difficulté, effectivement, quels sont les guichets de financement accessibles. C'est certain, l'AFD ne va pas avoir les outils forcément pour y répondre directement, mais il y a des outils indirects, y compris supportés par l'AFD, soutenus par les agences de l'eau, soutenus par les collectivités qui le permettent. Je pense à l'agence des microprojets aussi. Donc, il y a des outils qui existent. Alors, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, n'hésitez pas, aussi pour les petites associations, à vous rapprocher d'autres acteurs, peut-être pour consolider votre réflexion même sur le projet, les modalités de présentation des dossiers. On sait qu'elles sont de plus en plus complexes. Et aussi, alors un autre point, si notre président avait pu participer, je pense que lui aurait tout à fait pu insister sur ce point. C'est un élu. Il est aussi impliqué au niveau de son département, donc le GIP ici, donc un collectif au niveau d'un département des acteurs de la solidarité internationale. Et ce qui est bien mis en évidence, c'est qu'aussi, il est intéressant de voir quand une collectivité locale a une coopération, comment elle s'appuie justement sur tout son tissu associatif déjà existant et peut-être justement comment les initiatives locales peuvent s'inscrire peut-être sur un même territoire bénéficiaire. Bien sûr, il faut garder cette liberté pour chacun d'aller vers le territoire qu'on choisit, mais c'est vrai que ça peut avoir encore un impact plus grand si l'ensemble des acteurs, je dirais, associatifs, mais il peut y avoir aussi d'autres acteurs, je dirais, professionnels d'un territoire, viennent appuyer une dynamique de coopération d'une collectivité. Ouais, effectivement, et vous l'avez dit, je pense que ce que vous avez cité comme exemple est symptomatique. En fait, il y a des aides qui existent et qui parfois ne trouvent pas de preneurs, ce qui est très dommage. Je pense qu'il y a un défaut de communication aujourd'hui. Le réseau est tellement… alors, c'est bien, hein, je veux dire, il existe de plus en plus de choses. Les associations, elles ne sont pas forcément centralisées quelque part pour avoir accès à l'information. Si elles ne vont pas chercher les informations, prendre le temps aussi de déposer les dossiers. Comme vous l'avez dit, c'est des bénévoles, les dossiers sont complexes. Parfois, j'ai même des associations qui me disent bon, on ne dépose pas les dossiers parce que ça nous prend tellement de temps que du coup, voilà, on préfère faire des actions sur le terrain autour. Mais c'est vrai que quand c'est des associations de solidarité internationale, on a besoin d'aller chercher. Alors ça, c'est de la levée de fonds. C'est un métier en soi, hein, donc il faut avoir des gens qui soient suffisamment costauds pour aller lever des fonds. Monsieur Ramon le fait très bien, du coup, donc sur aller chercher des subventions là où elles sont. En fait, nous, au CERM, on est capable de donner aussi pour de la solidarité internationale, on va dire de manière raisonnée, bien évidemment. L'argent public n'étant pas de l'argent magique, il est de plus en plus fléché. Il faut absolument que le projet soit hyper concret, bien fléché, qu'on voit, qu'on puisse le suivre, qu'on puisse communiquer dessus, puisque 1 euro maintenant est très, 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 très précieux.
Donc là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et quelque part, sans mettre tout sur mes épaules ou sur les épaules de mes collègues élus qui m'en voudront de dire ça, mais il faut s'infiltrer dans ces séminaires où on rencontre plein de gens, il faut faire du réseau. Et c'est aussi, il faut trouver des connecteurs. Les élus peuvent en être. Il faut que les associations se rapprochent des élus. J'ai dans mon giron l'économie sociale et solidaire. J'attends des associations, je leur dis tout le temps qu'elles viennent me solliciter. C'est notre travail aussi d'aller connecter avec les têtes de réseau et de pouvoir aller informer, pas faire les dossiers à leur place, mais au moins dire, bah, tu vois, il y a ça, il y a ce programme-là, il faut que tu répondes, c'est super, etc. Vous avez raison, le défaut, il est là. Il nous manque encore un pont là-dessus, même si certaines personnes le font très bien parce qu'ils connaissent tout le monde et ça se passe parfaitement bien. Mais ce n'est pas le cas de toutes et elles sont beaucoup, les petites associations, vous avez raison. Merci beaucoup.